Vendre par l'émotion. Pourquoi les gens n'achètent pas des produits, mais des sensations, des désirs et des identités? Partie 1. La vente n'est pas logique. La plupart des individus aiment penser qu'ils prennent des décisions rationnelles. Ils s'imaginent analyser les options, comparer les prix, évaluer les caractéristiques et choisir objectivement ce qui est le mieux pour eux. Pourtant, cette vision est largement illusoire. En réalité, la décision d'achat naît presque toujours dans une zone beaucoup plus profonde et plus instinctive. L'émotion. La logique n'intervient que plus tard, comme un outil de justification, une manière de se rassurer et de donner une apparence raisonnable à un choix déjà effectué intérieurement. Lorsque quelqu'un achète, il n'achète pas un objet, un service ou une fonctionnalité. Il achète une promesse émotionnelle. Il achète l'idée de se sentir mieux après l'achat qu'avant. Cette amélioration peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être un sentiment de sécurité, comme lorsqu'on souscrit une assurance ou qu'on investit dans un produit fiable. Cela peut être de la fierté, lorsqu'on acquiert un objet de prestige qui renforce l'image que l'on a de soi. Cela peut être du soulagement en mettant fin à un problème persistant ou encore de l'excitation en vivant quelque chose de nouveau et de stimulant. La vente commence donc bien avant l'argumentaire. Elle commence au moment où l'on comprend ce que la personne en face de nous ressent, ce qu'elle désire profondément et ce qu'elle cherche à éviter à tout prix. La peur, par exemple, est l'une des émotions les plus puissantes dans le processus d'achat. Peur de perdre du temps, de l'argent, des opportunités ou même de rester bloqué dans une situation inconfortable. À l'inverse, le désir agit comme un moteur silencieux mais extrêmement efficace. Désir de reconnaissance, de réussite, de liberté, d'appartenance à un groupe ou d'amélioration personnelle. Un vendeur qui se concentre uniquement sur les caractéristiques techniques de son produit passe à côté de l'essentiel. Les caractéristiques parlent à l'esprit rationnel, mais l'émotion parle au cœur. Et c'est le cœur qui décide. Ce n'est qu'une fois la décision émotionnelle prise que le cerveau logique entre en jeu pour confirmer que ce choix est acceptable, justifiable et cohérent avec l'image que la personne a d'elle-même. Comprendre que la vente n'est pas logique, ce n'est pas mépriser l'intelligence du client. C'est au contraire respecter la nature humaine. L'être humain est guidé par ses émotions, ses expériences passées, ses croyances et ses aspirations. La logique est un outil, pas un moteur. Le moteur, c'est ce que la personne ressent lorsqu'elle se projette avec le produit ou le service. Dans cette première partie, il est essentiel d'accepter une vérité fondamentale. Pour vendre efficacement, il faut d'abord comprendre l'émotion avant d'expliquer la solution. Tant que cette émotion n'est pas touchée, aucun argument, aussi brillant soit-il, ne pourra réellement convaincre. La vente devient alors non pas un acte de persuasion forcée, mais un processus de connexion humaine, où l'on accompagne l'autre vers une décision qui fait sens pour lui, émotionnellement avant tout. Partie 2. Comprendre les émotions du client. Pour vendre avec efficacité, il ne suffit pas de savoir parler. Il faut avant tout savoir écouter, observer et ressentir. Chaque client arrive avec un bagage émotionnel invisible, composé de ses expériences passées, de ses frustrations, de ses désirs et de ses peurs. Comprendre ces émotions est la clé pour établir une connexion authentique et durable. Sans cette compréhension, la vente reste superficielle et fragile, souvent basée sur le hasard plutôt que sur une véritable influence. Le client n'exprime presque jamais clairement ce qu'il ressent. Il parle en termes pratiques, pose des questions techniques, demande des prix ou des délais. Mais derrière ces mots se cache toujours une émotion dominante. Lorsqu'il demande si un produit est fiable, il exprime souvent une peur. Lorsqu'il compare plusieurs options, il cherche à se rassurer. Lorsqu'il hésite, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais par manque de sécurité émotionnelle. Le rôle du vendeur n'est pas de répondre uniquement aux questions posées, mais de décoder ce qui se joue en profondeur. Il existe quelques émotions fondamentales qui influencent la majorité des décisions d'achat. La peur, bien sûr, est omniprésente. Peur de faire le mauvais choix, peur de perdre de l'argent, peur d'être déçu ou jugé. Le désir, quant à lui, pousse le client vers l'action. Désir d'amélioration, de réussite, de confort, de reconnaissance ou de liberté. Il y a aussi le besoin d'appartenance, ce sentiment puissant de vouloir faire partie d'un groupe, d'adopter ce que les autres valorisent. Enfin, la confiance est l'émotion qui permet à toutes les autres de s'exprimer sans blocage.
Pour comprendre réellement les émotions du client, il faut créer un espace de sécurité. Cela signifie poser des questions ouvertes, laisser le silence s'installer et montrer une écoute sincère. Plus le client se sent compris, plus il est disposé à se révéler. Et plus il se révèle, plus il devient possible de lui proposer une solution qui résonne avec son monde intérieur. Un vendeur émotionnellement intelligent ne cherche pas à manipuler. Il cherche à aligner. Il aligne le besoin réel du client avec une solution pertinente. Il comprend que chaque émotion non reconnue devient une objection potentielle. À l'inverse, chaque émotion reconnue et validée devient un pont vers la décision. Comprendre les émotions du client transforme la vente en un échange humain, respectueux et efficace. Ce n'est plus une confrontation entre un vendeur et un acheteur, mais une collaboration. Le client n'a plus l'impression qu'on lui vend quelque chose. Il a le sentiment qu'on l'aide à faire un choix juste pour lui. Et c'est précisément à ce moment-là que la vente devient naturelle, fluide et durable. Partie 3. La confiance, pilier de toute vente. Aucune vente durable ne peut exister sans confiance. Avant même de croire à un produit ou à une promesse, le client doit croire à la personne qui se tient en face de lui. La confiance est le socle invisible sur lequel repose toute décision d'achat. Lorsqu'elle est absente, même l'offre la plus attractive devient suspecte. Lorsqu'elle est présente, la résistance diminue, les objections s'adoucissent et l'échange devient naturel. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Elle naît de petits signaux subtils que le client perçoit souvent de manière inconsciente. Le ton de la voix, la cohérence du discours, l'attitude, la capacité à reconnaître les limites d'une offre, tout cela contribue à créer ou à détruire la crédibilité. Un vendeur qui promet tout perd rapidement en fiabilité. À l'inverse, celui qui sait dire honnêtement ce qu'un produit peut faire, mais aussi ce qu'il ne peut pas faire, inspire immédiatement plus de respect. La transparence est l'un des accélérateurs les plus puissants de la confiance. Lorsqu'un client sent qu'on ne cherche pas à lui cacher des informations, il baisse naturellement sa garde. Cela implique parfois de reconnaître un défaut, un délai, un effort à fournir. Paradoxalement, ces aveux renforcent la perception de sincérité. Le client comprend alors qu'il n'est pas face à un discours commercial standardisé, mais face à un être humain digne de confiance. La confiance se nourrit également de la cohérence entre les paroles et les actes. Si le vendeur écoute réellement, s'il se souvient des besoins exprimés, s'il adapte son discours au contexte du client, il envoie un message clair « Tu es important ». Cette reconnaissance émotionnelle crée un lien fort. Le client ne se sent plus comme une simple opportunité de vente, mais comme une personne considérée. Il est essentiel de comprendre que la confiance réduit l'effort mental. Lorsqu'un client a confiance, il n'a plus besoin d'analyser chaque détail avec suspicion, il se permet de se projeter, d'imaginer les bénéfices, de ressentir les émotions positives liées à l'achat. À l'inverse, sans confiance, toute l'énergie mentale est mobilisée pour se protéger, douter et chercher des failles. Construire la confiance demande du temps et de la constance, mais ses effets sont profonds et durables. Un client qui a confiance n'achète pas seulement une fois. Il revient, recommande et devient un ambassadeur naturel. La vente ne se limite alors plus à une transaction. Elle devient une relation. Et dans cette relation, la confiance est le lien invisible mais indispensable qui rend toute décision possible. Partie 4. Le pouvoir de l'identification. L'une des forces les plus puissantes dans le processus de vente est l'identification. Les êtres humains n'achètent pas seulement ce qui est utile, ils achètent ce qui leur ressemble ou ce qu'ils aspirent à devenir. Lorsqu'un client se reconnaît dans un message, une histoire ou une vision, une connexion émotionnelle profonde se crée. Cette connexion dépasse largement les arguments rationnels et transforme l'intérêt en désir réel. L'identification fonctionne parce qu'elle touche à l'identité personnelle. Chaque individu se définit consciemment ou non par des valeurs, des croyances et une image de lui-même. Lorsqu'une offre semble cohérente avec cette image, elle est perçue comme naturelle et évidente. À l'inverse, si elle entre en contradiction avec cette identité, même un produit de grande qualité sera rejeté. Vendre, c'est donc comprendre à qui le client pense être et à qui il souhaite devenir.
Les histoires jouent un rôle central dans ce mécanisme. Une histoire bien racontée permet au client de se projeter, de s'imaginer dans une situation future où le problème est résolu. Il ne se contente plus d'écouter, il vit mentalement l'expérience. C'est dans cet espace imaginaire que l'émotion s'intensifie. Le client commence à ressentir les bénéfices avant même l'achat. Plus l'histoire est proche de sa réalité, plus l'identification est forte. L'identification passe aussi par le langage utilisé. Employer les mêmes mots que le client, refléter ses préoccupations, adopter un ton qui lui est familier, tout cela renforce le sentiment de proximité. Le client a alors l'impression d'être compris sans avoir à se justifier. Cette sensation est extrêmement rassurante et favorise l'engagement. La vente cesse d'être une confrontation d'intérêts pour devenir un dialogue naturel. Il est important de noter que l'identification ne signifie pas imitation ou manipulation. Elle repose sur l'authenticité. Un vendeur qui cherche à jouer un rôle ou à adopter une posture artificielle sera rapidement perçu comme incohérent. En revanche, celui qui assume clairement ses valeurs et communique avec sincérité attire naturellement les clients qui lui ressemblent. Cette cohérence crée un cercle vertueux où la relation commerciale devient fluide et équilibrée. Lorsque le client s'identifie à l'offre, il ne la perçoit plus comme un simple achat, mais comme une extension de lui-même. Il achète non pas pour posséder, mais pour affirmer une identité, pour renforcer une image ou pour avancer vers une version de lui-même plus alignée avec ses aspirations. C'est à ce moment précis que la vente atteint sa dimension la plus puissante, car elle s'inscrit dans la continuité de l'histoire personnelle du client. Parte 5. Le désir comme moteur de décision. Le désir est l'une des forces les plus puissantes du comportement humain. Il agit silencieusement, parfois de manière inconsciente, mais influence profondément chaque décision d'achat. Sans désir, il n'y a pas de mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vente. Comprendre le désir, c'est comprendre ce qui pousse réellement une personne à passer de l'intention à l'action. Le désir naît souvent d'un manque perçu. Ce manque peut être matériel, émotionnel ou symbolique. Il peut s'agir du besoin de se sentir compétent, reconnu, libre ou en sécurité. Le produit ou le service devient alors un moyen, non une fin. Le client ne veut pas l'objet en lui-même, il veut ce que cet objet représente pour lui. C'est pourquoi deux personnes peuvent acheter le même produit pour des raisons émotionnelles totalement différentes. Dans le processus de vente, il est essentiel de nourrir le désir sans le forcer. Le désir ne répond pas à la pression, mais à la projection. Plus le client peut se projeter dans une situation future améliorée, plus le désir se renforce. Cette projection passe par des images mentales, des récits concrets et des exemples parlants. Le vendeur ne décrit pas seulement ce que fait le produit, il décrit ce que le client va ressentir en l'utilisant. Le désir est également lié à la rareté et à la valeur perçue. Ce qui semble commun et facilement accessible perd rapidement de son attrait. À l'inverse, ce qui est perçu comme précieux, limité ou difficile à obtenir capte davantage l'attention. Cette rareté ne doit pas être artificielle ou mensongère, mais ancrée dans une réalité claire. Lorsqu'elle est authentique, elle renforce naturellement le désir. Il est important de distinguer le désir sain de la manipulation. Créer du désir ne signifie pas exploiter les faiblesses du client, mais mettre en lumière une opportunité réelle de transformation. Un vendeur responsable veille à ce que le désir soit aligné avec le bénéfice réel de l'offre. Lorsque cet alignement existe, le client ressent de l'enthousiasme plutôt que de la pression. Le désir agit comme un moteur interne. Il donne de l'énergie à la décision et réduit les résistances. Un client animé par un désir clair n'a plus besoin d'être convaincu longuement. Il cherche surtout une validation, une confirmation que son choix est juste. En comprenant et en respectant le rôle du désir, la vente devient un accompagnement vers une décision voulue, assumée et pleinement ressentie. Parte 6. La peur et les objections invisibles. La peur est une émotion discrète mais extrêmement influente dans le processus de vente. Elle agit souvent en silence, sans être exprimée clairement, et se manifeste sous forme d'hésitation, de doute ou d'objection rationnelle. Derrière chaque objection apparente se cache presque toujours une peur plus profonde. Comprendre cette peur permet de désamorcer les résistances et de rétablir un climat de sécurité émotionnelle. Les objections classiques,
comme le prix, le manque de temps ou l'incertitude, sont rarement la véritable cause du refus. Lorsqu'un client dit que c'est trop cher, il exprime souvent la peur de perdre de l'argent ou de ne pas obtenir la valeur attendue. Lorsqu'il dit qu'il doit réfléchir, il peut craindre de faire le mauvais choix ou de regretter sa décision. Ces peurs ne sont pas illogiques, elles sont humaines. Les ignorer ou les combattre frontalement ne fait que les renforcer. Pour traiter efficacement la peur, il faut d'abord la reconnaître. Cela signifie accueillir l'objection sans jugement, montrer que le doute est légitime et normal. Cette validation émotionnelle apaise le client et réduit sa tension intérieure. Une fois la peur reconnue, il devient possible d'apporter des éléments rassurants, non pas sous forme de pression, mais sous forme de clarté et de transparence. La peur est également liée à l'incertitude. Plus une situation est floue, plus l'imagination du client crée des scénarios négatifs. Clarifier le processus, expliquer les étapes, donner des repères précis permet de réduire cette incertitude. La clarté agit comme un antidote à l'anxiété. Un client qui comprend ce qui va se passer se sent plus en contrôle et donc plus en sécurité. Il est important de comprendre que la peur ne doit pas être supprimée, mais accompagnée. Chercher à éliminer toute peur est irréaliste. En revanche, aider le client à traverser cette peur et à la transformer en confiance est un acte de vente mature et respectueux. Cela implique parfois de ralentir le processus, de reformuler ou même de conseiller au client de ne pas acheter si l'offre ne correspond pas réellement à ses besoins. Lorsque la peur est traitée avec intelligence émotionnelle, elle cesse d'être un obstacle et devient un indicateur précieux. Elle révèle ce qui compte vraiment pour le client. En apprenant à écouter ces peurs invisibles, le vendeur transforme les objections en opportunités de connexion et la vente devient un espace de dialogue sincère plutôt qu'un combat à gagner. Parte 7. L'art de l'influence éthique. Influenceur n'est pas manipulé. Cette distinction est essentielle pour comprendre une vente saine et durable. L'influence éthique repose sur le respect du libre arbitre du client, sur la clarté de l'intention et sur l'alignement entre l'offre proposée et le besoin réel de la personne. Lorsque ces éléments sont réunis, l'influence devient un acte d'accompagnement plutôt qu'un moyen de pression. L'influence commence par la posture intérieure du vendeur. Si l'objectif principal est uniquement de conclure une vente à tout prix, le client le ressentira instinctivement. Cette tension invisible crée de la méfiance et freine la décision. À l'inverse, lorsque le vendeur adopte une posture de service, cherchant avant tout à comprendre et à aider, le climat change. Le client se sent respecté et plus ouvert à l'échange. Les principes de l'influence éthique reposent sur des mécanismes psychologiques naturels, tels que la réciprocité, la cohérence et la preuve sociale. Offrir de la valeur avant de demander un engagement crée un sentiment d'équilibre. Montrer des exemples réels, des témoignages sincères ou des résultats concrets aide le client à se projeter sans exagération ni promesses irréalistes. Ces éléments rassurent et renforcent la crédibilité. L'influence éthique implique également de laisser de l'espace au client. Laisser le temps de réfléchir, accepter un refus, ne pas forcer la décision sont des signes de maturité commerciale. Paradoxalement, cette liberté accordée augmente souvent la probabilité d'acceptation. Le client n'a plus besoin de se défendre, il peut choisir sereinement. Il est aussi essentiel de communiquer avec honnêteté sur les limites de l'offre. Reconnaître qu'un produit n'est pas adapté à toutes les situations renforce la confiance. Le client comprend alors que la recommandation est sincère. Cette honnêteté crée une relation à long terme, bien plus précieuse qu'une vente immédiate obtenue par pression. L'influence éthique transforme la vente en une expérience positive pour les deux parties. Le client repart avec le sentiment d'avoir pris une décision éclairée et respectée. Le vendeur, quant à lui, construit une réputation basée sur la confiance et l'intégrité. Dans un monde saturé de messages commerciaux, cette approche devient un véritable avantage. Elle permet de vendre avec efficacité, tout en restant fidèle à des valeurs humaines essentielles. Parte 7. L'ère de l'influence éthique. Influencer ne signifie pas manipuler. Cette distinction est fondamentale pour comprendre une vente saine, durable et respectueuse. L'influence éthique repose sur la capacité à guider une décision sans jamais la forcer. Elle s'appuie sur la clarté, la transparence et l'alignement entre ce que propose le vendeur et ce dont le client a réellement besoin.
Lorsque cet alignement existe, l'influence devient naturelle et acceptée. Tout commence par l'intention. Un vendeur animé uniquement par l'objectif de conclure une vente crée inconsciemment une tension. Le client l'aperçoit même sans pouvoir l'expliquer et se met sur la défensive. À l'inverse, une intention sincère d'aider installe un climat de confiance. Le client se sent écouté, respecté et libre dans son choix. Cette liberté est paradoxalement l'un des leviers les plus puissants de l'influence. L'influence éthique utilise des principes psychologiques universels, mais toujours avec mesure. La réciprocité, par exemple, consiste à offrir de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour. Un conseil pertinent, une information utile ou une écoute attentive créent un sentiment d'équilibre. Le client n'a pas l'impression de recevoir un discours commercial, mais un accompagnement. La cohérence joue également un rôle clé. Lorsque le client exprime un besoin, un désir ou une intention, l'aider à rester cohérent avec ses propres paroles renforce la décision. Il ne s'agit pas de le piéger, mais de lui rappeler ce qu'il a lui-même identifié comme important. Cette cohérence renforce la confiance en soi et réduit l'hésitation. La preuve sociale est un autre pilier de l'influence éthique. Montrer que d'autres personnes, dans des situations similaires, ont fait le même choix et en ont tiré des bénéfices rassure naturellement. Il est essentiel que ces exemples soient réels, vérifiables et présentés sans exagération. La sincérité renforce l'impact, tandis que l'excès détruit la crédibilité. Enfin, l'influence éthique respecte le droit au refus. Un non accepté avec calme et respect laisse une impression positive durable. Le client se souviendra davantage de la qualité de la relation que de la tentative de vente. Cette approche construit des relations solides, favorise les recommandations et transforme la vente en un échange humain fondé sur la confiance et le respect mutuel. Parte 8. Vendre comme un acte humain. Arrivé à ce stade, une vérité essentielle s'impose. Vendre n'est pas un acte mécanique ni une simple transaction économique. Vendre est avant tout un acte humain. C'est une interaction entre deux personnes, chacune avec ses émotions, ses attentes, ses doutes et ses aspirations. Lorsque cette dimension humaine est oubliée, la vente devient froide, rigide et inefficace. Lorsqu'elle est respectée, elle devient fluide, naturelle et profondément satisfaisante pour les deux parties. La vente émotionnelle ne consiste pas à utiliser des techniques sophistiquées pour influencer artificiellement. Elle consiste à comprendre, à ressentir et à accompagner. Le vendeur devient alors un guide plutôt qu'un persuadant. Il aide le client à clarifier ce qu'il ressent, ce qu'il désire réellement et ce qu'il cherche à éviter. Cette clarté intérieure est souvent plus précieuse que le produit lui-même. Un bon vendeur comprend que chaque client est unique. Il n'existe pas de discours universel capable de convaincre tout le monde. Ce qui fonctionne pour une personne peut être totalement inefficace pour une autre. C'est pourquoi l'écoute, l'adaptation et la présence sont des compétences fondamentales. Être présent signifie être pleinement attentif sans chercher à contrôler l'échange. Cette présence crée une qualité de relation rare et précieuse. Vendre de manière humaine implique aussi d'accepter que toutes les interactions ne se concluent pas par une vente immédiate. Certaines conversations sèment une graine, d'autres renforcent une relation qui portera ses fruits plus tard. Cette vision à long terme transforme la manière d'aborder la vente. Elle réduit la pression, augmente la sérénité et renforce la crédibilité. Lorsque la vente est alignée avec des valeurs humaines, elle cesse d'être perçue comme une manipulation. Elle devient un service. Le client repart avec le sentiment d'avoir été respecté, compris et soutenu dans sa décision. Le vendeur, quant à lui, ressent une satisfaction profonde, car il sait qu'il a contribué positivement à la vie de quelqu'un. En définitive, vendre par l'émotion, c'est reconnaître la complexité de l'être humain. C'est accepter que la logique explique, mais que l'émotion décide. C'est comprendre que derrière chaque achat se cache une histoire personnelle, un besoin de sens et une recherche d'équilibre. En honorant cette réalité, la vente devient non seulement plus efficace, mais aussi plus juste et plus humaine. Laisse-moi ton commentaire sur cet audiolivre, abonne-toi à la chaîne pour en savoir plus, laisse-moi ton j'aime et partage ton avis.